Voilà, on a démarré. Salut à tous, bonjour sur le podcast Biomécanique. Je suis content d'être avec François Maubert aujourd'hui. Bonjour François et bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'accueillir déjà, merci de m'accueillir. Bon, ça fait plaisir. En plus, je t'accueille. Alors, je t'accueille chez moi et Ouais. puis tu m'accueilles dans ton cabinet. C'est ça. J'ai l'impression Non, que. non, c'est chez moi, mais chez moi est un cabinet. D'accord, très Ouais. bien. Mais déjà, on voit la passion, le Voilà, passionné. t'as un Parce que astrobike là, tu vois, t'as une barre de Exact. traction là, c'est chez moi, c'est mon salon. Ok, très bien. Voilà. Et tu travailles de chez toi aussi ou t'as ton propre cabinet à l'extérieur? Non, non, j'ai un cabinet extérieur et d'ailleurs là je vais bientôt changer. Mais voilà, là j'ai un cabinet extérieur et non, chez moi c'est pour moi, c'est perso. Ok, bon, tu fais la séparation. J'ai discuté avec quelqu'un là récemment qui me disait que justement il voulait absolument faire la séparation entre chez lui et le travail. Là où il y a pas mal de thérapeutes qui au final travaillent aussi de chez soi, en espèce d'espace pour avec leur table, avec leur bureau. Ça, me- C'est vrai que moi je préfère séparer aussi. Ça m'arrive, mais par exemple, le combattant qui combat demain, le jeu, il est 23 heures. Il a besoin de se détendre, il a besoin de récupérer, il a besoin de parler. Bon bah, je lui dis bah viens chez moi, on va pas, tu vois, le cabinet est fermé, voilà. Mais c'est très rare. Toi, tu t'occupes à ce point-là des athlètes ou des combattants que t'as, c'est-à-dire qu'à 23 heures, comme tu dis, le mec il a besoin, tu t'es disponible pour lui quoi. Enfin ça déjà c'est le premier truc qui m'interpelle, hein. Je me dis quand même Bah, il est assez le, investi quoi. ouais, faut vraiment capter que les sports de combat, c'est ma passion. C'est un truc. C'est pas, c'est au-delà du taf, quoi. C'est une vraie passion. Donc après, bien sûr, je fais ça aux combattants qui ont des vraies échéances. On parle de l'UFC, on parle de Cage Warrior, on parle de grosses compétitions. Le combattant amateur qui s'est luxé le doigt après à la boxe, bon, ça va, je Mm. vais pas me, voilà. Mais quand t'as un combat qui, le combattant, c'est des combats qui se chiffrent, ouais, alors, on part sur du 50 000, tu vois, des grosses sommes comme ça. Oui, vas-y, viens, tu vois. Quelle est ta part on va revenir, tu vas te présenter un petit peu après, mais là c'est mon premier truc qui me vient par rapport à ce que tu m'expliques. Euh, Quand il y a des gros combats, il y a des gros enjeux, notamment financiers. Je peux comprendre que t'es dans la team. D'ailleurs, t'es dans la team Ouais, officiellement. Ok, je veux dire quand un combattant va combattre, euh, t'es le préparateur physique attitré. Quel est ton Est-ce que tu as un pourcentage, enfin, quelle est ta part de pourcentage d'implication chez l'athlète en tant que, en termes financiers, sans forcément donner des chiffres? Est-ce que toi, tu es payé un pourcentage de ce qu'il peut gagner? Est-ce que toi, tu es payé au fixe par mois? Enfin, je sais pas, tu vois, je ouais. suis curieux. C'est très simple. En France, dans le sport, il y a pas d'argent de base. Hmm. Euh, un petit peu dans le foot, un petit peu dans le tennis, le rugby, un tout petit peu. Dans les sports de combat, il y a zéro, zéro. Quand je te dis que c'est une passion, c'est une passion. C'est-à-dire que le combattant, faut savoir que quand sur sa prime, il y a le manager qui se prend un pourcentage, il y a plein de petits pourcentages qui s'envolent à droite à gauche, et au final, il lui reste pas tant que ça. Si moi derrière, j'arrive et puis je dis vas-y hop, je prends mon pourcentage, non. Et je pense que je serais pas là où je suis si j'avais pas fait ça par passion et si j'avais pas non seulement fait ça gratuitement, mais en plus sortir T'avais- l'argent de ma poche. C'est-à-dire que je Ouais. serais Ah ouais, d'accord. jamais allé à l'UFC dans le coin de Francis Ngannou pour le main event de la soirée. Je serais jamais allé là-bas si j'avais pas payé mon billet d'avion pour l'Arizona, si j'avais pas payé mon hôtel, si voilà. Et on s'aperçoit que en étant comme ça, en étant dans la passion, on a beaucoup de retours. C'est-à-dire que très très vite, bah il y a des choses qui nous tombent. C'est-à-dire au final, la chambre d'hôtel que j'ai payée, bah le combattant, il en avait une en trop, il me l'a laissé. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est des avantages. Mais je suis pas payé quoi. Vraiment Ouais, en ok. pourcentage et tout. C'est une vraie passion parce que je peux pas leur demander. En France, il y a pas assez de moyens. Tu vois, je peux pas leur demander.
Ok, bon, alors il y a plein de trucs qui vont découler de tout ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que on va dire tout ce qui tourne autour du combat, le MMA, l'UFC, tout ça, je fais pas beaucoup d'épisodes dessus. C'est pas trop la ligne éditoriale, mais de temps en temps on déborde et ça parle forcément de combat. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus. J'avais reçu un de nos confrères au final qui s'appelle Ersh Sari, Ok. qui est ostéopathe et qui travaille Ouais. d'ailleurs en ce moment à Montréal. J'avais fait Ouais. un épisode de podcast avec lui. C'était vraiment dans les quasiment tout début de l'émission. Ouais, c'est un peu. Et puis j'avais fait un épisode avec Emmanuel Ayash aussi, qui était plus dans le Krav Maga, tout ça. Ouais. Et donc voilà. Et moi je trouve ça quand même super intéressant. Je connais pas beaucoup de choses. Je vais te laisser te présenter peut-être. Là, on démarre tranquillement l'épisode. Pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, même si on a déjà un petit peu deviné dans quelle sphère tu baignais. Ok. Alors du coup, donc je m'appelle François Maubert. J'ai commencé les études en étant pédicure podologue. Au Canada, on appelle ça podiatre, je crois. Ouais. J'ai enchaîné, bon voilà, ça m'a appris plein de choses intéressantes sur la posturologie, la prise du corps dans son ensemble, etc., à travers les pieds. Et puis après, j'ai évolué sur la kiné parce que je trouvais que au niveau thérapeutique, c'était un peu limité la podologie, donc j'ai évolué sur la kiné. J'ai globalement toujours eu la kiné en tête. J'ai enchaîné avec kiné du sport. Après kiné du sport, je suis parti sur la préparation physique. Le tout pour les sports de combat. C'est-à-dire que je pratique les sports de combat depuis que j'ai 8 ans. C'est une passion. Voilà, ça représente dans mon cabinet actuellement peut-être, je dirais 50% de ma patientèle, voire même un peu plus. C'est du combattant, Mm. que ce soit pro ou combattant amateur. Mais voilà, il y a cette notion-là. C'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que je pratique. Donc quand un combattant s'est fait une blessure et qui me dit bon voilà, j'ai une échéance j'ai un combat dans telle date, est-ce que tu penses que je vais pouvoir le faire? Bah, je peux vraiment le conseiller parce que je sais ce qui l'attend en fait. Je sais ce qui va lui arriver. Donc je m'arrange pour le rééduquer en conséquence. Voilà. Et voilà. Bon, après on pourrait dire bah tiens, tu te limites beaucoup. C'est juste que, voilà, je pense, c'est une passion. Après, je m'occupe bien sûr, j'ai d'autres sports, hein, j'ai le foot, le rugby, etc. Mais je me sens très vite limité, notamment dans Mm. la prépa physique, je me sens très vite limité. Dès qu'on n'a pas les clés, les tips du Du sport en sport en question, question. Ouais. il manque un petit truc. Et puis même la personne en face, elle se dit, ouais, mais tu sais pas ce que je vais vivre en fait. Tu vois, quand je fais la raquettisation d'un footeux, il me parle de ci, de ça, de son poste et tout ça. Bon, je peux me renseigner un petit peu, mais déjà moi, ça m'ennuie un peu. Et à partir du moment où tu t'ennuies, c'est pas bon, t'es pas, tu vois. Donc voilà. Après, au niveau expérience, donc je fais partie de l'équipe de France de kickboxing, l'équipe de France de boxe thaï. Donc je fais En plein de tant que déplacements. pratiquant, Hein? en tant que pratiquant ou en tant que. Je suis kiné de l'équipe. Ok. Je suis kiné équipe de France donc de boxe style, de kickboxing, donc je les accompagne un peu partout dans le monde pour les championnats. En parallèle de ça, donc j'ai aussi fait l'équipe de France de MMA enfin, quand elle existait. Et j'accompagne donc des combattants pros, donc Francis Ngannou pour citer que, Cyril Gane aussi, dans des grosses organisations. Donc là où vraiment je m'éclate, c'est le MMA. Donc Mixed Martial Art, okay, c'est le mélange de tous les sports de combat. Mhm. Le Euh, truc, pour ceux qui connaissent pas, le gros truc bourrin où ils se tapent dessus avec tout et n'importe quoi. voilà, J'exagère, je fais mais exprès. il y a quand même pas mal de règles et il y Mm. a nettement moins de blessures que dans la boxe anglaise notamment, où là on se tape finalement qu'avec les poings dans la tête, mais on tape qu'avec les poings dans la tête. Alors que dans le MMA, on frappe avec les poings, les pieds, tout. Sur tout le corps, ce qui fait que ça répartit quand même globalement les contraintes et les chocs. Et au final, il y a les plus grosses blessures vraiment que j'ai, c'est surtout dans les sports, ce que j'appelle unidirectionnels, c'est-à-dire les sports, voilà, boxe, euh, judo, voilà, où ils font que un style. Le MMA, comme c'est plusieurs styles,
Si en face de toi, tu as un adversaire qui sait bien boxer, tu peux l'emmener dans une autre dimension du combat où il sera un petit peu moins fort et tu te préserves quand c'est comme ça. Donc voilà, en gros, mon parcours actuel, quoi. Où c'est que d'où elle te vient cette passion des sports de combat? Est-ce que tu sais pourquoi t'aimes ça? Tu pourrais l'expliquer? Depuis tout petit, il y a déjà mon père m'a mis dedans assez rapidement quand j'avais 8 ans, hein, donc Ouais. il m'a mis au karaté. Et puis voilà, je pense que dans mes vies antérieures, je devais avoir des traces de guerrier, je sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Les sports de combat et les arts martiaux aussi, d'une manière générale, hein. C'est la culture qu'il y a autour, c'est cette espèce de confrontation à soi-même à travers l'autre. C'est ça surtout qui m'intéressait. Et puis voilà, moi je pense. Mais j'ai Ouais, ok. ouais, T'as quel âge aujourd'hui là? 34 ans. 34 ans, ok. Ouais, Tu vois, je pensais que t'étais un petit peu plus jeune. ouais, Ce qui fait que ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 10 ans que tu travailles dans le milieu là? C'est ouais, ça? Pourquoi ouais. t'as commencé pédicure podologue? Je passe le bonjour à Mathieu Toulza, je sais pas s'il écoutera cet épisode, que j'avais fait un gros épisode, on avait parlé de podologie, de posture pour les athlètes. Peut-être que tu dois le connaître, Ouais. Mathieu, ouais. Euh, Pourquoi d'abord, ouais, posture podologue, pédicure podologue, alors que tu savais que tu voulais être kiné? Je me Parce demande. tu sais, en France, t'as les concours. T'as les concours d'entrée dans les écoles de Mhm. kiné sont très difficiles. T'as 40 000, t'as 4 000 t'as 4 000 personnes pour 40 places, en gros. J'essaie les concours une première fois, je me rate, je dis bon, je vais arrêter les frais. Et du coup, je me suis orienté vers la podologie parce qu'en France, il y a cette capacité de passerelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diplôme d'État, on peut l'utiliser pour rentrer dans une autre filière. Et voilà, j'ai juste fait un petit détour de 3 ans, mais un petit détour que j'ai apprécié parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas beaucoup en kiné et qu'on a pas mal et directement en podologie, c'est la notion holistique du corps, c'est-à-dire le corps, on le prend dans son ensemble. Et pourtant, on pourrait se dire, bah, la podologie, c'est Bah les oui. pieds. Les Mhm. pieds, ça s'arrête là, ça, voilà. Mais non, en fait, on nous apprend très rapidement en podologie qu'une talonnette, ça peut agir sur les cervicales, voilà, ça agit sur toute la posture. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur la posturologie. Voilà, ça fait complètement sens. Donc, ça m'a appris ça. Et là, alors que la kiné, on apprend de manière beaucoup plus locale. J'ai mal au coude, et ben je traite le coude. J'ai mal au cou, je traite le cou. Voilà. Maintenant, un peu moins. On commence à Mhm. comprendre que le corps, c'est pas juste le membre pathologique, mais mais voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est le petit bonus que m'a apporté la podologie. Mais voilà, T'es voilà. pas, t'es pas tombé dans l'écueil classique du kiné qui ensuite fait des études d'ostéopathie parce que c'est à la mode. Enfin, c'est à C'est la ça. mode. Bon, en fait, ça a été Qu'est-ce- une mode. Ça a été une mode à une époque. Ouais. Dans les années, je dirais, 90, voilà, fallait être kiné, fallait faire ostéo, fallait faire de la thérapie manuelle. Et on voit que dans toutes les vieilles enseignes, ils demandent à ce que les kinés aient un bagage de thérapeute manuel. On voit l'INSEP, par exemple, pour entrer à l'INSEP, ils demandent un bagage de thérapeute manuel. Le futur pour moi, c'est-à-dire que là, on commence à comprendre que la thérapie manuelle, c'est qu'un outil. C'est qu'un outil, c'est pas une obligation. On peut pas remettre quelqu'un sur pied, on peut pas redonner du mouvement à une personne uniquement en le traitant sur une table. À un moment, il va falloir qu'il rebouge par mes conseils, mais aussi par lui-même, Mhm. qui réexprime un peu qui réexprime sa mobilité en fait. Donc je me sentais pas de repartir aussi sur 5 ans d'études après que j'ai fait podo, j'ai fait kiné, ça commençait à faire long et je me dis repartir sur 5 ans pour avoir juste un bagage en plus. Du coup j'ai fait Mhm. des petites formations de thérapie manuelle qui étaient très bien, très suffisantes, qui me conviennent très bien dans ma pratique. Mais c'est sûr que moi, je suis orienté quand même un peu plus ce qu'on appelle end-off, c'est-à-dire voilà, orienté un peu plus exercice à proprement parler. C'est pour ça que j'ai évolué vers la prépa physique après, quoi.
Et c'est quoi qu'est-ce que t'apporte la prépa physique en plus, par exemple, puisque t'es déjà passionné. Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissances techniques? T'es passionné par le sportif, les sports de combat, le MMA. Tu connais bien la discipline, tu le pratiques. T'as fait posture, podologie, kiné. Euh, alors il y a aussi le composant réathlétisation, hein. Ça j'en avais déjà parlé aussi C'est ça. dans le podcast, mais c'est tout un. En fait, c'est comme un enchaînement C'est un continuum. C'est un un continuum. continuum, voilà. C'est ça l'histoire. Faut voir ça comme ça. Le patient vient, il s'est blessé, il vient, je le soigne, et c'est là où la spécificité dans les sports de combat, ou la spécificité dans le sport est intéressante. C'est-à-dire que le combattant qui vient me voir me dit, j'ai cette compétition à telle date, voilà, il faut que je sois au top à cette date-là. Ok, je te fais taquiner de telle date à telle date, et quand je sens que tu es prêt, j'évolue vers progressivement de la préparation physique, c'est-à-dire j'augmente en intensité, j'augmente en charge, et petit à petit, je l'emmène vers le top niveau pour qu'il soit au top niveau physiquement le jour de son combat. Et si possible, qu'il revienne encore plus fort qu'avant sa blessure. Voilà le gros intérêt du bagage préparation physique, quoi. C'est Mm. que le continuum. Une fois que tu as terminé tes études, où tu as fait un petit peu tout l'ensemble là, comment tu as réussi à intégrer? Tu m'as dit tout à l'heure, tu t'es beaucoup donné, t'as pas compté tes heures, t'as pas cherché à être pécunier, de prendre de l'argent, mais tu t'es donné, tu as dépensé de l'argent. Comment tu as fait concrètement pour t'immiscer dans ce milieu-là là? Est-ce que tu as des exemples? Alors souvent on me demande comment on fait pour faire ça. Alors déjà, Mhm. la première chose que je dis aux jeunes, c'est effectivement pas faire ça pour l'argent, parce que voilà, dans les sports de combat, comme je le répète, il n'y a pas d'argent. Donc si on fait ça pour l'argent, c'est mort. Mais attends, juste je te coupe là-dessus un tout petit peu. Ça peut sembler, ça ne l'est pas, mais ça peut sembler contradictoire quand tu dis qu'il n'y a pas d'argent dans les milieux du combat. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, on voit de plus en plus des combats professionnels qui mobilisent des millions, qui brassent énormément d'argent, avec évidemment le top du top. Donc, finalement, est-ce que ça va pas devenir de plus en plus connu? Est-ce qu'il va pas y avoir de plus en plus d'argent là où d'autres sports beaucoup moins connus, il y a encore beaucoup de marge? Mais les sports de combat, c'est en train de monter très vite et peut-être qu'il va y avoir de l'argent. Alors je sais cette espèce de dichotomie comme ça, hein, Oui, oui. Non, mais si tu peux l'expliquer. on voit le sport de combat où on gagne le plus d'argent, c'est la boxe anglaise actuellement. Canelo, qui est un des champions en boxe anglaise, il peut se faire des combats à 32 millions. 32 millions, c'est énorme. Mais faut bien comprendre que c'est une élite, que c'est vraiment une élite. C'est les McGregor, les Khabib, tous ces combattants-là de l'UFC qui se font des millions et des millions. C'est une élite. Et il n'y a pas qu'une histoire de combat, c'est aussi une histoire de pub, de marque, de marketing et tout ça qu'il y a derrière. On sait effectivement que les sports de combat sont en train de monter à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis. Ils sont en train de grimper petit à petit, notamment le MMA. Mais je pense qu'on n'atteindra jamais le foot, quoi. Le foot, c'est quand même, on peut pas, tu vois, c'est deux dimensions différentes. J'ai des potes kinés qui sont dans ces équipes-là, on n'est pas dans le même game, quoi. On n'est pas dans le même Ah game. ouais. Ouais, bah de toute façon, j'ai vu là récemment, je sais plus où c'est que j'ai vu ça dans une newsletter, qu'il y avait une proposition, je crois, de 100 ou 200, de 100 ou 200 millions pour Mbappé, je ne sais pas, qui avait fait. Enfin, C'est ça. c'est- c'est- C'est les gars, ils font une apparition sur un terrain, ils se font des millions. Alors que Mm. nous, là, pauvres 32 millions, c'est énorme, ça paraît énorme. Mais quand on voit le sacrifice derrière, les heures d'entraînement, les mois, la galère que c'est, euh, voilà. Après, je dénigre pas le foot, hein, mais voilà quoi. Oui, bah c'est pas forcément corrélé peut-être à l'effort qu'il faut faire ou au sacrifice physique. En tout cas, parce que c'est vrai que pour le coup, les mecs qui font du MMA, les sacrifices physiques, il y en a un peu plus d'un point de vue peut-être entraînement et puis d'un point de vue blessure ou Mm. même coup dans la, enfin je sais pas, coup dans la gueule quoi. Moi a priori, tu me dis vu tout ce que si je me fous dans un ring, vu tout ce que je vais prendre dans la gueule, j'ai intérêt à être payé cher quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc ça. Mais après, euh, faut savoir que voilà, comme je t'expliquais, le MMA reste quand même moins dur que la boxe anglaise, hein. Boxe anglaise, tu peux partir sur
300 à 800 coups dans la tête en un combat. C'est énorme. Alors qu'en MMA, t'en auras nettement moins, étant donné que c'est réparti, t'en auras peut-être une centaine. Et bon, bah, les coups à la tête, on sait ce que ça fait à la fin, quoi. Donc, Et oui, parce que justement, qu'est-ce que ça fait à la fin concrètement? bah, bon, concrètement, j'ai côtoyé des vieux combattants, alors, de MMA ou autres. Parce que voilà, il y a aussi ça dans mon cabinet, il y a aussi bah, des vieux combattants, quoi. Et bon, concrètement, ce que je retrouve, c'est de l'arthrose. Ça, on s'en doute, hein. Dès qu'on est sportif et qu'on met une contrainte, une charge mal dosée sur du long terme, au bout d'un moment, bah ouais, on augmente un peu le niveau d'arthrose. Puis la succession des blessures aussi. Euh, Globalement, c'est ça, hein, c'est de l'arthrose prématurée, en gros. Et bah, pour certains, malheureusement, il y a tout ce qui est démence post-traumatique. On connaît Mohamed Ali, qui, voilà, qui, à force de se prendre des coups dans la tête, bah, développe un syndrome parkinsonien précoce, quoi. Donc, mais heureusement, c'est très très rare et les règles maintenant sont faites de telle manière que dans la carrière d'un combattant, notamment là en MMA, là, on considère qu'un combattant qui a plus de 3 KO, sa carrière est terminée. Juste Ah 3 ouais. KO. 3 KO, on considère que voilà, il a plus le droit de se prendre d'autres KO, sinon il y a un vrai risque de séquelles sur le long terme. Donc il y a plein de petites règles comme ça qui sont en train de se mettre en place pour justement éviter de mal finir. Et on voit que dans la MMA, c'est un des sports de combat où il y a les combattants, je crois, les plus vieux. Et c'est des mecs qui ont 42 ans. C'est normalement en boxe anglaise ou dans d'autres sports. À partir de 35, ça commence à se calmer, quoi. Mais là, MMA, ouais, j'en ai en tête là plusieurs. Ils ont la quarantaine. Et ils sont blessés. Comme je t'ai dit, ils ont de l'arthrose aux épaules. Ils ont de l'arthrose aux genoux, très douloureuse. Mais voilà. Mais c'est marrant, j'aurais tendance plutôt à imaginer que en MMA, il y a plus de KO possible parce que comme c'est des enfin c'est à main nue quasiment, il n'y a pas de gants Ouais. donc ça va très vite. De toute Ouais. façon, on le voit sur certains combats Mm. et donc par conséquent, il peut y avoir plus vite de KO et plus souvent. Il y a Ça, plus vite des KO. La grosse différence, c'est quoi? C'est qu'en boxe, si on est KO, mais qu'on se relève, eh ben on peut repartir. En MMA, si on est KO, on tombe, et comme il y a les frappes au sol qu'on peut faire, l'arbitre arrête directement le combat. Au premier KO, on arrête le combat. En boxe anglaise, on peut avoir, c'est des 12 rounds, 12 rounds, c'est-à-dire que si à chaque fois on se prend des petites commotions cérébrales qui passent un peu inaperçues, mais qui sont quand même là, si on s'en prend une par KO, on peut se faire, c'est comme si on se prenait 12 KO. C'est énorme. Et donc, voilà pourquoi en MMA, effectivement, les KO arrivent plus vite, mais ils sont pris en charge de manière plus saine, en fait. Et encore une fois, en MMA, 3 KO et la carrière, elle commence, médicalement parlant, il commence à y avoir pas mal de barrières à faire des combats après, quoi. C'est quoi en termes de pourcentage à peu près, tu sais, ou de part respective entre euh, la fin de comment on juge une fin de combat, enfin quand est-ce qu'on décide que le combat est terminé? Il y a le KO et puis il y a en fait tous les rounds sont passés puis on décide qui est le vainqueur. C'est ça. C'est quoi la proportion? Bah, il y a ouais, on va dire, en règle générale, j'ai pas les chiffres exacts. Je pourrais les trouver, mais je les ai pas là. Mais en règle générale, ça dépend les catégories, en fait. Plus la catégorie est petite, c'est-à-dire des personnes légères, et plus les combats vont ce qu'on appelle à la décision, c'est-à-dire que bah on compte les points, quoi. Parce que c'est des personnes qui physiquement ont un gabarit, qui font que bah ils frappent pas trop fort, ils ont un débit de coups vraiment élevé, ce qui fait que ça va vite à la décision. Après, il y a la soumission aussi, c'est-à-dire que si la personne, on lui passe un étranglement, on lui passe une clé, elle tape, hop, ça s'arrête là, le combat s'arrête là. Ça, voilà. Mais plus on monte dans les catégories, plus on va chez les poids lourds, et là, il suffit d'un coup,
les mecs, ils ont des bras, voilà, c'est des parpaings, donc il suffit de se prendre un coup et là ça tombe. Et chez les poids lourds, il y a forcément une proportion plus importante de KO que dans les petites catégories. Donc voilà. Donc Ok, c'est ouais, je par rapport comprends. à la catégorie de poids en fait. Je vois un mec comme Ngannou. Je vais montrer à quel point j'y connais rien. Hein. Il fait partie de quelle catégorie? Chez les gros? Francis Ngannou, c'est la catégorie des poids lourds. C'est le détenteur actuel de la ceinture des poids lourds à l'UFC. Voilà, c'est. Alors, j'ai pas son poids, mais c'est 117, 117, 115 kilos de muscles purs. C'est voilà, c'est des grosses bêtes. C'est des grosses bêtes. Donc Ouais. quand faut passer un trust là-dessus, faut être prêt à sauter quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Naturel. Non, je plaisante. Ouais, non, naturel, élevé à la mine. C'est-à-dire il cassait des pierres à la mine au Cameroun quoi. Donc Aujourd'hui, c'est le plus gros, lui. Je veux dire, c'est le plus gros, c'est le numéro un. c'est le Alors, tu me disais numéro. il y avait pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Ngannou, il est pas millionnaire aujourd'hui? Oh, bah, tu vois, je suis pas sa femme quoi, mais a priori, Merde. bah ouais. Non, a priori, il doit l'être, Ouais. euh, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus la folie quoi. Je pense que ces combats, il est pas encore au million. Pourquoi? Parce qu'il pour gagner beaucoup d'argent dans les sports de combat, faut de la pub, faut des marques qui nous suivent, faut faut faire le show, voilà. Ouais. Et il y a des paris, il y a beaucoup d'argent qui se font sur les paris et quand il y a pas vraiment d'intérêt à te regarder combattre parce que tu fais pas le show, bah il y a pas beaucoup de paris. Donc quand Conor McGregor il combat, Conor McGregor, tu vois, c'est une petite catégorie, il est dans la catégorie tu vois inférieure. Donc tu te dirais c'est moins impressionnant, Hmm. mais pourtant ces combats il se les fait à ouais, ça part sur du 4 6 millions quoi parce que il a tout l'Irlande derrière lui, il a une hype autour de lui quoi, qui fait que c'est plus ça qui fait le salaire, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. C'est pas forcément le combattant, la technique, le C'est style. ça, C'est tout ce que ça engage derrière, de toute façon. Hein. c'est ça. T'es une star ou t'es pas une star. C'est juste ça l'histoire. Mais tu vois, Francis Ngannou, il est en train de monter quand même parce que moi qui connais rien et qui suis pas spécialement, enfin, je trouve ça, ce milieu me fascine d'une certaine sorte, mais je ne regarde pas forcément les Ouais. combats. Par contre, tu vois, moi je connais McGregor, voilà, et puis c'est tout. Par contre, Francis Ngannou, j'en entends un petit peu parler de loin, tu vois, donc j'ai l'impression qu'il est en train de devenir de plus en plus populaire. Je suis sur son Instagram, là, il a plus de 3 millions d'abonnés, ce qui commence à être pas Ouais. mal quand même pour un athlète. Ça va venir, quoi. Je veux dire, Mais ça monte. Mais attention, là il y a Cyril Gann qui arrive. Cyril Gann, c'est le petit nouveau qui vient tout droit de Paris. Il vient de gagner la ceinture intérimaire des poids lourds. Le prochain combat, c'est Cyril Gann, Francis Ngannou. Et il faut savoir que Cyril Gann et Francis Ngannou, ils viennent du même club. Sauf que Francis est parti aux Ah ouais? États-Unis parce qu'il y a eu une embrouille avec le club, Ouais. voilà. Et donc du coup, ça va être gros combat, gros combat. Donc Cyril Gann, pour moi, c'est le prochain champion. Voilà. Est-ce que tu les as traités un peu? Tu m'as parlé tout à l'heure que tu l'avais rencontré ou que tu étais dans l'équipe. Est-ce que tu as eu l'occasion de le manipuler, de le traiter, de le préparer, que ce soit lui ou Ngannou? Ouais, les deux, parce qu'en fait, les deux sont issus du MMA Factory. MMA Factory, c'est un grand club un des plus grands clubs de MMA en France, qui est à Paris. Et les deux sont issus. Donc, comme je suis kiné du club, j'ai traité les deux. Donc, c'est marrant de voir les deux. Enfin, c'est marrant, mais de voir les deux combattre l'un contre l'autre. Mais ouais, j'ai pu traiter les deux, faire les soins des deux. Et Hmm. et bah ouais, c'est sûr que là, on en a pour une bonne heure de traitement, quoi. Il y a de la surface. Ouais. Mais t'es obligé d'être complètement impartial parce que je vais dire une connerie complètement, ça va paraître complètement délirant, mais admettons pour le prochain combat, toi tu préfères Cyril ou Francis. Euh,
Et limite, t'as peut-être parié, tu fais une préparation physique beaucoup plus adéquate pour l'un que pour l'autre, ou beaucoup plus adaptée. Ça serait techniquement, ça serait possible, ça. Ouais, bah après non, parce que déjà, je suis pas leur préparateur, je suis leur kiné, tu vois. Là, Ok. ils ont chacun leur préparateur. Francis, il est aux États-Unis depuis un an, donc je le côtoie plus. Je le côtoie plus. Cyril, Cyril, pour l'instant, vu que je suis son kiné pour l'instant, bah, il est en bonne santé, donc c'est cool. Voilà, c'est juste ce que je demande. Moi, je veux pas me faire de la pub sur son malheur, donc il est en bonne santé, donc jusqu'à là tout va bien, mais voilà, Francis a décidé de quitter le club. Moi, je suis le kiné du club, donc forcément, je suis un peu plus orienté Cyril que Francis, tu vois. Hmm. Ok, bah, de toute façon, tu as fait tes pronostics, donc on verra. On verra Ça, si c'est sûr. tu as raison dans le futur. C'est quoi les blessures Tu me parlais, c'était en off là avant qu'on démarre l'enregistrement, que toi ton truc et ce que tu retrouvais peut-être le plus souvent dans tes consultations, ça allait être tout ce qui était autour du genou, l'épaule, ces blessures-là. Est-ce que globalement c'est les endroits qui sont le plus susceptibles d'être blessés quand on pratique le MMA? Bah ouais, en règle générale, voilà, c'est des blessures qui arrivent souvent, notamment au genou. On a les ligaments qui prennent cher, ligaments croisés, ligaments latéraux. Euh, voilà, ces ligaments-là, ils sont souvent rompus, souvent déchirés sur des phases. Bon, bah, si on rentre dans le détail, c'est sur des phases de lutte. C'est-à-dire que comme dans le MMA, il y a pas que du pied-point, c'est pas que de la boxe, il y a aussi de la lutte. Et bah, il suffit que, comme c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, beaucoup, il suffit d'être un peu en état de fatigue, il suffit d'être un peu fatigué de l'entraînement, de ne pas avoir beaucoup dormi, et la vigilance musculaire est moindre. Il suffit que le sol glisse un peu à cause de la sueur, et hop, il y a ce genre de blessure. Et c'est des blessures qui sont super lourdes parce que c'est des rééducations super longues et ça peut arrêter des carrières quoi. Donc c'est vrai que ça arrive souvent. Après au niveau des épaules, c'est beaucoup de luxation d'épaule, beaucoup de tendinopathie d'épaule liée à la mauvaise gestion de la charge d'entraînement de certains préparateurs. Parce que bon bah pour le club pour lequel je travaille, on est plusieurs préparateurs, donc parce qu'on peut pas être partout. Et donc du coup, bah il y a des préparateurs. Voilà, le dosage, la préparation physique, c'est du dosage. Et si le dosage de la charge c'est mal fait, bah, le combattant peut développer des tendinites d'épaule, ça arrive souvent la douleur là, ça c'est typique. C'est à force de bam, bam, de frapper au sac, pour peu qu'il fasse du développé couché derrière, des pompes, etc. Il a tendance à développer une surcharge ici au niveau antérieur et s'abîmer un petit peu la coiffe des rotateurs. Voilà, ça, c'est les blessures que je rencontre le plus au cabinet, épaules et genoux. Est-ce, est-ce que ça arrive souvent de les luxations de l'épaule sur une clé de bras ou un truc où le combattant il veut attendre jusqu'au dernier moment pour essayer de se dégager et puis finalement c'est trop tard, ça claque quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que soit C'est ça. ils tapent trop tard, et c'est pour ça que je leur dis et je leur répète à l'entraînement, dès que vous voyez que c'est verrouillé, tapez. Ça sert à rien d'attendre le crack. Quand c'est crack, c'est trop tard. Donc voilà. Et puis il y a aussi le danger dans les clubs, c'est les débutants. Les débutants connaissent rien à la technique, ils se basent sur leur force. Et donc, ils voient ce qui se fait, ils essayent de le faire, mais mal, et ils forcent. Mais en forçant, ils cassent des choses vraiment bêtement. Et c'est pour C'est ça un que je exemple? dis, ah ouais, sur les clés de bras, voilà, la clé de Le cl- bras typique où la personne elle a le bras comme ça et elle part en arrière, l'autre il a le bras comme ça, bah au lieu d'y aller doucement parce Ok. que tout est verrouillé et que c'est bon, tu l'as la technique, t'as pas besoin d'aller plus loin, bah le débutant il va faire bam d'un coup comme ça Ah ouais. parce qu'il compense par la force, parce qu'il dit je l'ai pas encore, j'ai pas la technique, hop et il force et voilà et ça craque et Et il ça pète le bras de l'autre quoi. c'est ça arrive très souvent. C'est tu sais, les débutants n'ont pas la biomécanique du combat et la biomécanique du corps. Ça, c'est vraiment les spécifiques. Dans les sports de combat, on apprend la biomécanique humaine.
mais de manière à nuire à l'autre finalement, mais on l'apprend quand même. Ce qui fait qu'on sait qu'un genou, ça va dans un sens, mais ça va pas dans un autre sens. Et le débutant, c'est pas ça. Et il essaie de reproduire sans avoir la biomécanique. Et donc, il va faire par exemple une technique où il va emmener le genou en valgus exagéré, et hop, et le mec qui se fait les croisés derrière, quoi. Donc, c'est ça. Voilà en règle générale, ce qui se passe. Est-ce que le professionnel, là, par exemple, en combat, il a la force, il a la technique. Est-ce qu'il retient un peu de force lorsqu'il est en clé de bras et qu'il voit qu'il est même parti? Est-ce qu'il retient quand même un peu, ou alors il va comme il s'en fout là, il est là pour gagner, peu importe. En général, après, on travaille sur de l'humain. C'est des humains. Il y a des bêtes comme partout. Il y a des idiots, il y a des mecs intelligents. Voilà. À partir du moment où il y en a, on leur apprend. C'est aussi ça le rôle des coachs dans les clubs, c'est d'apprendre le respect de l'adversaire. Et il y en a, on leur a pas inculqué ça, et du coup ils voient l'adversaire comme quelqu'un qu'il faut détruire. Et effectivement, voilà, il y en a qui vont trop loin. Il y en a, t'as beau taper, ils s'arrêteront pas. Ils continuent. Et c'est terrible ça, hein. C'est terrible. Mais bon, heureusement, maintenant les règles arrivent et les arbitres sont de plus en plus formés et vigilants. Et quand ils voient ça, l'athlète est suspendu, hein. C'est terminé, hein. Donc, Mais ça doit être hyper subtil à voir parce que c'est pas on-off, quoi. C'est pas un interrupteur. Je suis un monstre, j'y vais comme un fou. Et puis tu vois, il y a une espèce de toute limite, une frontière très basse. C'est pour ça qu'il faut être. C'est intéressant d'être spécialisé là-dedans. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'assiste aux cours pro et justement, je joue un peu l'arbitre, mais médical. C'est-à-dire que je vois les mecs qui s'entraînent, je vois des clés qui commencent à partir, je leur montre, je dis là-bas, comment mollo, ça y est, c'est fait, tu vois. Je leur apprends aussi ça à quel moment stop, faut arrêter là, c'est bon. Et mais c'est sûr que si t'es pas dedans, tu vas pas faire le distinguo entre là c'est violent, là c'est que de la technique. Ben oui, à quel moment tu peux savoir que cette technique là elle devient dangereuse? Ça c'est faut être dedans, quoi. C'est la formation, c'est pour ça que je formais les coachs, les kinés, les arbitres, tu vois, faut les former, c'est ça qui est important. Ouais, et puis tu prépares un truc, on va pas en dire plus, là on en reparlera après, on va teaser une petite surprise pour ces gens-là, on dira après. Ça marche. tu vois, je fais le youtubeur qui dit restez jusqu'à la fin, vous aurez une surprise. C'est ça. Et on a vu là récemment, récemment, ça dépend à quel moment vous allez écouter cet épisode, c'était McGregor qui s'était cassé donc la partie distale du tibia, c'est ça? Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui en ont parlé, j'aimerais avoir un petit peu ton avis parce qu'encore une fois, moi je consulte très peu de choses là-dessus. A priori, je me dis c'est quand même incroyable de se casser, de se faire une fracture parce que sur le mouvement, c'est vraiment c'est une fracture du tibia. Sur des mecs qui sont hyper entraînés, qui sont hyper suivis par probablement le top, des préparateurs, des kinés, des coachs, des tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec, pour que ça craque à ce moment-là, c'est qu'il était à la limite de la rupture lorsqu'il est arrivé sur le combat ou pas. Et comment ça se fait que ça craque à ce moment-là? Alors, bon, il y a quand même, on sait que les produits dopants fragilisent les structures. Je voulais pas en parler, hein. Oui, mais bon, voilà, mais tu vois, tu m'as mis dedans. Les produits dopants favorisent la fragilité osseuse et on sait que un produit dopant mal dosé, ça favorise ce genre de fractures. C'est des fractures, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit c'est des fractures de fatigue où l'athlète, il s'est tellement entraîné, il a tellement donné dans la préparation physique, à force de recevoir des coups, qu'au final le truc est tellement fragile que ça casse sur. Mais bon, voilà, ce genre de fracture. Toutes celles que j'ai vues, par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait des petits médicaments derrière quand même. T'es pas en train de dire que un des plus grands combattants de tous les temps,
Ok, d'accord. J'ai eu peur. Non, 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 du tout. Non, bah non, lui, bah, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Ok, non, mais en dehors de ça, donc effectivement, il y a à l'intérieur, au niveau de sa physiologie, des choses qui fait que c'est pas solide, solide. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu du surentraînement avant? Alors, est-ce que c'est vraiment pas de chance, c'est le mouvement qui était pile poil au mauvais endroit? Voilà, il y a aussi cette notion, cette fracture est super courante. Elle arrive très régulièrement, notamment en MMA, mais on la voit ailleurs aussi, mais surtout en MMA. Pourquoi? Faut avouer que les combattants de MMA, il y en a pas beaucoup qui savent donner des coups de pied. Ça paraît bizarre, mais des fractures comme ça, pourquoi on n'en voit pas autant en boxe taille? Pourquoi on n'en voit pas autant dans d'autres boxe pieds-points où ils envoient statistiquement plus de jambes? Parce qu'ils savent envoyer et ils savent recevoir ce genre de coup de pied. En MMA, comme il y a plein de choses à travailler, il y a la lutte, il y a le sol, Hmm. mais ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas être bons partout. Et techniquement, bah, si tu regardes bien le trait de fracture, il se positionne souvent dans la partie la plus faible du tibia, et c'est quand le combattant a donné son coup de pied avec la partie la plus faible et que l'adversaire l'a bloqué avec la partie la plus forte de son tibia. On sait que le tibia, il est un peu plus fort en haut qu'en bas. Et c'est tout le temps sur le low kick intérieur. C'est-à-dire que la personne donne un coup de pied latéral bas, l'adversaire bloque avec son tibia, mais la partie haute, et l'autre frappe avec la partie la plus faible, et ça fait une simple contrainte, et hop, mais ça casse. Donc voilà, si on écarte le côté dopant qui n'aide pas, euh, une préparation physique chargée, beaucoup d'entraînement, beaucoup de fatigue aussi, il dort pas beaucoup, le cutting, c'est-à-dire le cutting, ils doivent perdre beaucoup de poids. Quand ils perdent beaucoup de poids, ils perdent aussi plein d'éléments nutritifs qui va alimenter les os, qui va renforcer les os. Donc quand ils font des pertes de poids énormes, plus ça, bah ça, plus ça, aboutit à ça, quoi. Mais voilà. Oh. Ouais, c'est fou. Et comment il récupère? Parce que là, pour le coup, le combat, il a été stoppé direct. Ouais. Et Ah bah est-ce oui. qu'il a été considéré comme perdant ou pas? Ou par abandon? Ouais. Non, Ouais, non, c'est ça. ouais. C'est perdant, c'est perdant, quoi. Putain, Ouais, mais bon, au niveau de l'ego, vaut mieux ça que le combat d'avant où il s'était fait exploser, non? Parce que là, au moins, il y a une voilà, idée d'une excuse, entre guillemets. c'est ça. C'est ça, mais c'est une blessure qui sent la fin aussi. C'est un peu relou, quand Ah ouais? même. Parce que tous ceux qui sont fait cette blessure-là, c'est tout le temps des mecs qui sont un peu sur la fin, quoi, des combattants que tout le monde est d'accord pour leur dire ça va, t'as bien tourné quand même, va peut-être falloir que t'arrêtes, tu commences à prendre de l'âge, tu vois, et c'est des mecs qui forcent, c'est des forceurs qui non, je veux encore combattre. Je Souvent, veux montrer que je suis le meilleur. c'est ça, et je veux le rester. Et souvent, c'est là que ça se blesse, quoi. Donc voilà quoi. Mais bon, Comment on fait un... Ouais, bah, je suis pas inquiet. Il va revenir au moins une fois pour ouais, défendre son honneur, hein. voilà. Comment il faudrait donner un coup de pied dans ce cas-là? Si le mauvais coup de pied est fait avec la partie basse du tibia sur un mouvement, sur Ouais. la partie la plus forte de l'adversaire, comment il faudrait donner un coup de pied pour que ça soit bien fait? Bah, Simplement. en fait, le coup de pied en lui-même n'est pas faux, c'est la cible et ce qui arrive en face du coup de pied qui est pas bon. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être la cuisse de la personne, et là, c'est le haut du tibia de l'adversaire. Ok, Sauf que le haut du tibia, il est plus fort que ce qui se passe, alors que normalement, la cuisse de l'adversaire est plus faible que ce qui arrive. ok. Donc c'est juste, tu vois, c'est de la précision, mais ça, c'est la science du combat. T'es précis dans tes gestes, tu doses bien tes choses. Et là, bah il a envoyé un peu de manière mécanique, un peu machinalement. L'autre il l'a bloqué. Et puis voilà quoi. Il y a aussi une part de malchance. Hein, c'est pas que, mais voilà, faut taper. C'est simple, hein, c'est le yin et du yang. C'est le dur, on tape avec du dur sur du mou. Et on tape, voilà, on tape pas du dur avec du dur, quoi. C'est quoi les parties les plus dures sur le corps humain où il faut absolument pas taper?
bah, on sait que toute la partie frontale, c'est une partie qui est super solide. On sait que la partie de la main, c'est la partie la plus fragile. Donc déjà, la boxe anglaise, pour ça, c'est une absurdité. Et c'est pour ça qu'on met des gros gants de boxe. Parce que voilà, on frappe avec la partie la plus faible, la partie la plus solide. Après, ouais, c'est ça. Hein. La partie la plus solide du corps, c'est le front. Tout le reste, le haut du tibia est relativement solide aussi, mais le problème, c'est qu'il y a les croisés qui sont pas loin derrière. Donc, si on prenait le tibia en isolé, oui, mais le tibia et le genou et le reste, fait que c'est pas si solide que ça non plus, quoi. Ouais. Puis si on tapait pas là, t'aurais peut-être plus de travail non plus derrière. C'est ça. Donc, moi, ça m'arrange. Nickel. Péter des genoux et puis C'est ça. aller voir François. Ok. Tu parlais des principes de biomécanique, c'est hyper intéressant, non seulement parce que ça porte le nom d'un super podcast, Ouais, c'est vrai. lequel on est en train de faire un épisode en ce moment, mais au-delà de ça, parce que en fait, ces principes de biomécanique, tu vas t'en servir pour être le plus juste possible et pour éviter de trop blesser l'adversaire, mais en même temps gagner ton combat. C'est quoi les grands principes qu'il faut savoir? Je sais pas si tu peux les catégoriser, des choses je sais pas, qui reviennent régulièrement, qu'on te demande souvent. Évidemment, le coude s'applique d'un côté, pas de l'autre. Est-ce qu'il y a je sais pas, des règles, des choses que tu dois apprendre à des débutants facilement sur la biomécanique? Euh, J'apprends en fait, surtout quand la personne est blessée. Quand la personne est blessée, je fais ce que j'appelle l'école du genou. C'est-à-dire que je lui apprends comment stabiliser son genou, comment fonctionne son genou, le sens dans lequel il doit aller, le sens dans lequel il ne doit pas aller, et comment faire pour qu'il n'y aille pas, et s'il y va, comment faire pour le contrer. Voilà, c'est plus ça que j'apprends aux combattants blessés. Donc, ce qui fait qu'après, la personne qui s'est fait les croisés, par exemple, bah, quand elle se retrouve dans la situation où elle pourrait se refaire les croisés, bah, elle le sait. Elle le sait, elle dit attends, non, oh là, si là je suis en train de me faire les croisés, finalement, il faut que je bouge. Et hop, elle bouge. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Et puis de toute façon, à partir du moment où on rééduque les gens, rééduque. Donc il y a éducation. Dans éducation, on leur apprend comment fonctionne une épaule, comment la renforcer, comment ne pas la renforcer, comment ça fonctionne, une épaule, voilà. Donc c'est plus par rapport à la kiné pure que je leur apprends la biomécanique, quoi. Ok. Et sur des tendinites, notamment les épaules, là, donc c'était surtout l'avant de l'épaule, le long Ouais, biceps, j'imagine, c'est lui qui ouais, doit long souvent biceps, embêter. ouais, long biceps, ouais. C'est quoi ton protocole? Qu'est-ce que tu recommandes? J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est tous plus ou moins d'accord. Enfin, il y a une espèce de consensus qui arrive sur le fait de remettre en charge progressivement le tendon. Ouais, quel est ton avis sur ça et d'un point de vue pratique, comment tu t'organises? Bah c'est ça, voilà, quand la personne elle est en phase algique, en fait tout est notion de gestion de la charge et du dosage de la charge, mais il faut charger. Ça c'est clair qu'il faut charger. Le vieux poncif, j'ai mal, je ne me repose, c'est terrible. Ça c'est terrible. Faut vraiment que les médecins ils changent de fusil d'épaule, hein, parce que à chaque fois je vois ça. C'est mon médecin m'a dit 2 semaines de repos. Ok, 2 semaines de repos, tu viens juste de rendre ton tendon encore plus fragile qu'il n'est, et tu es juste en train de développer de la kinésiophobie, c'est-à-dire que quand je vais te remettre en mouvement, tu vas avoir peur d'avoir mal. Donc, terrible. Donc déjà, voilà, démystifier le repos, c'est-à-dire que et démystifier le mouvement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut pas bouger, il faut juste doser. Et donc voilà, ça c'est les grands principes que j'applique. Après, c'est les charges. J'ai vraiment pas peur de charger. C'est-à-dire que je connais pas mal d'amis qui commencent doucement et qui montent petit à petit. Moi, je commence fort et je vois jusqu'où la personne me dit là, c'est supportable. C'est-à-dire que là, il commence, fait ouh là, c'est dur, ouh, c'est dur. Là, ça va ou pas? Ouais, ça va, mais c'est quand même un peu dur. Et là, ouais, là, c'est pas mal. Ok, je fais juste un peu au-dessus. Tu vois, pour vraiment être sur la limite. C'est comme ça que j'arrive à bien doser
pour être dans une douleur qui est ce que j'appelle douleur thérapeutique, donc vraiment une douleur, voilà, 4 sur 10, un truc qui est raisonnable, qui permet de charger le tendon, qui envoie des bonnes informations au cerveau de force, sans que ça prenne des mois et des mois de rééducation parce que j'ai chargé à 1 kilo et que voilà quoi. Mais voilà. Je vois, ouais, ok, donc on est, c'est ça, c'est qu'on est dans la douleur thérapeutique, j'aime bien le terme, hein, c'est assez parlant. Donc la contrainte n'est pas trop forte. Enfin, elle est là pour permettre une adaptation et de guérir, mais il faut pas qu'elle soit trop forte parce que si elle est trop forte, évidemment, c'est contre-productif. Douleur Alors, thérapeutique. Est-ce que en termes de posture par exemple, est-ce que c'est un travail que tu vas faire à côté si tu vois un combattant, un patient qui a des douleurs à l'épaule, type tendinite, est-ce que tu vas lui travailler cette partie-là? Je sais pas avec quoi tu fais d'ailleurs, hein, des élastiques ou avec des poids ou des machines. Mais est-ce qu'à côté tu vas essayer de regarder d'autres structures, la posture, tu vas te demander si c'est pas là pour d'autres choses également? si, c'est-à-dire que voilà, quand la personne, et c'est ce que m'a apporté aussi la podologie, la posturologie, quand la personne vient me voir, je me concentre pas sur ce qui a marqué sur l'ordonnance. C'est pas parce que sur l'ordonnance il y a marqué soigner épaule que je vais soigner l'épaule. C'est j'écoute ce que le patient a à me dire sur son problème, parce que le médecin il va marquer épaule, mais en fait le patient, si tu discutes bien, il va dire ouais, mais en fait c'est surtout là que ça me dérange, c'est surtout là. Voilà. Ouais. Donc C'est que épaule généralement ça, c'est ça. c'est large. Donc d'abord, voilà, je discute avec le patient sur ce que lui veut. Qu'est-ce que je peux t'apporter? En partant de là, effectivement, l'analyse de la posture fait partie de mon bilan. C'est-à-dire que j'analyse voilà ses capteurs puis sa posture globale et je vois si c'est cohérent avec ce qu'il me décrit comme douleur. Si c'est cohérent, bah je lui fais un petit travail postural. Et puis si je vois qu'il n'y a pas lieu d'être, je passe sur autre chose. Mais en prépa physique, par exemple, j'aime bien faire un travail postural en prévention, notamment chez les boxeurs. Ils ont toujours cette attitude un petit peu ici, quoi, comme ça. Ouais. Et on dirait en plus que c'est un style. Je sais pas Il si y a tu un vois ce que côté, je veux dire. oui, mais en fait, parce que on bombe c'est pas bomber le torse, mais quand on fait comme ça, on a un gros coup, quoi. Tu vois, c'est impressionnant. C'est comme les coqs. Ouais. Quand, Ouais, mais quand t'as l'air con de profil. Voilà, de profil, t'as l'air con, mais de face, c'est impressionnant. Et comme ton adversaire, il est de face, pour l'impressionner, tu fais ça. Mais du coup, t'as l'air con pour 90% de la population, quoi. Notamment les kinés. Et donc, du coup, mais j'ai quelques combattants qui viennent me voir et qui me disent, regarde, quand je suis au face à face, regarde comment je suis. Je dis, ah bah ouais, effectivement, ouais, mais on va le travailler, ça, c'est pas grave. Mais voilà, et je fais un travail préventif de tous mes combattants, travail préventif de voilà d'ouverture ici, renforcement de ceinture scapulaire, travail des capteurs oculaires, podales, etc. pour corriger aussi la posture quoi, en prévention. Ouais, justement, j'allais te demander ça. Renforcement des muscles dorsaux. Est-ce que tu fais un relâchement aussi des muscles de la poitrine, des C'est épaules, ça. les pecs, les petits pecs, tout ça, les Tu muscles vois, du cou, scalène, tu tout vois ça. le musquet, tu vois, Ouais, j'ai plus son nom, son les prénom. chaînes musculaires. Busquet. Oui, les chaînes muscles. Bah, j'avais son fils qui était dans ma promo, hein, donc Voilà, bah, je connais. j'applique sa théorie qui je trouve excellente, qui est le principe de la montgolfière, quoi. C'est-à-dire que t'as une montgolfière, t'as deux fils de part et d'autre. Il y en a un qui est serré, l'autre qui est détendu. Ben, on va détendre le fil qui est serré pour réaxer la montgolfière. Voilà, tout simplement. Et après, souvent, ce qui est fait, c'est que la montgolfière est là, il y a deux fils, là c'est serré, là, c'est détendu et la plupart, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de renforcer la partie détendue. Le problème en faisant Mhm. ça, c'est qu'on écrase la En montgolfière, tasse. on Mhm. tasse. C'est-à-dire que sur l'humain, ça s'explique que ça se caractérise par quoi? C'est-à-dire que les personnes qui sont épaules enroulées, eh ben on va leur dire renforce derrière, renforce derrière, renforce derrière. Ok? Sauf que si c'est pas, s'il n'y a pas de travail antérieur pour libérer les attaches ici, cou, ici, là, Poitrine, ben ouais. on a que la moitié du travail. Mhm. Et c'est des personnes qui, au final, vont avoir des problèmes au niveau du rachis.
Voilà, à cause de ça, quoi. Donc voilà, ouais, je pratique ça. Comment tu détends? Est-ce que tu vas faire des massages? Tu vas préconiser des étirements? Ouais. Des postures, étirements, contracter, relâcher. Je peux masser aussi, mais bon, tout ce qui est massage, manipulation, je sais que c'est à court terme. Souvent, ce que je fais, c'est que je commence par du passif, où la personne Mhm. voilà, elle est allongée, je détends tout en manuel, et après, je l'engage sur de l'actif, et puis je lui donne des petits tips pour qu'elle puisse le bosser chez elle. Et voilà, des bons résultats comme ça. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et surtout, j'avais demandé en plus si il fallait absolument recorriger cette posture ou si on pouvait. Parce que moi, tu vois, évidemment, je suis conscient qu'il faut remettre les dorsaux, enfin qu'il faut rééquilibrer la posture. Mais on pourrait aussi penser, et puis ça m'est ravi de penser, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une bonne chose d'avoir les épaules vers l'avant parce que il y a une espèce de, c'est comme une adaptation du sport en question, et le fait de corriger ça, c'est un peu comme si tu enlèves la bonne adaptation, tu vois, pour le sport. C'est-à-dire que j'ai fait une formation de préférence motrice et j'ai fait formation de posturologie. Et c'est deux concepts opposés. C'est-à-dire qu'il y a la posturologie qui est en mode il faut tous qu'on soit fil à plomb droit, on se tient droit et voilà, normé, on doit rentrer dans un carré. Hmm. Et il y a les préférences motrices qui sont en mode on a tous notre posture, on est droitier, on Préférentiel. est gaucher, on a un œil dominant, un œil dominé, voilà. Terrien, On, aérien. voilà. Et on s'adapte par rapport à ça. Et ça se passe très bien. L'exemple type, c'est Usain Bolt. Usain Bolt, le mec a une scoliose de l'espace, il a une dissymétrie pareille de l'espace, mais si cette personne-là, tu t'amuses à la corriger, mais c'est sûr qu'au niveau de la biomécanique de sa course, ça va être terrible. Et peut-être qu'il gagnera nettement moins que ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un degré de correction à apporter, notamment quand la personne vit mal sa posture. Quand la personne vit bien sa posture et qu'elle est là comme ça et qu'elle s'en plaint pas, qu'elle me dit pas bah j'ai mal là, qu'elle dit bon j'ai mal au genou, ouais alors ok, je vais pas l'embêter, je vais pas lui dire oh là là attention, voilà, je la laisse dans sa posture. C'est au moment où ça lui fait mal que là je dis ok, au niveau postural il y a un petit travail à faire, il y a un petit Hmm. travail à faire, mais je cherche pas le fil à plomb forcément, je cherche pas le droit quoi, La perfection, ouais. ça Euh, existe, je- ça existe pas. Si, mais je dirais pas qui. Voilà. Ok. Je plaisante. Je recommande à tous ceux qui sont intéressés par ça, les Préférence. préférences motrices. L'épisode 77 que j'ai fait avec Mathieu Toulza, où je le mets pas souvent en avant parce qu'il vient pas souvent dans les discussions, mais pour le coup, c'est plus de 2h30, je crois, d'épisodes que j'ai fait avec lui. Donc c'était il y a un petit moment, il y a quelques semaines en arrière. Le numéro 77, sur comment on profile un athlète, même s'il aime pas trop le mot, mais je l'avais mis en titre quand même. Profiler un athlète vraiment dans ses presque moindres détails grâce aux préférences motrices et cognitives. C'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Euh, je sais pas si c'est avec lui que tu as fait ta formation ou ailleurs. Ailleurs, je l'ai fait en Belgique. D'accord. D'ailleurs, je sais même pas s'il propose une formation pro. Bref, je sais que tu travailles aussi. J'ai entendu ça. Enfin, j'ai vu ça sur parce que je t'ai vu sur la vidéo d'Antoine Fambonne là plutôt récemment avec le dry needling, Ouais. qui est un nouveau truc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ça? Bah voilà, c'est une technique australienne. Je crois que c'est les Australiens qui l'ont développé. Et, bon, c'est issu de l'acupuncture. Puis après, ça a été développé dans la notion des trigger points. C'est un mixte entre l'acupuncture et les trigger points. En gros, c'est quoi? Tu plantes l'aiguille dans la tension musculaire. Tu plantes l'aiguille dans la tension musculaire. On ne sait pas vraiment. On pourrait te dire si c'est ça, mais en vrai, quand tu regardes les études, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais quand on plante l'aiguille dans le nœud de la tension musculaire, dans la partie la plus solide de la tension musculaire, il y a un spasme musculaire qui se crée. Je pense que c'est lié au cerveau. C'est comme une prise de conscience hein, de la zone par le cerveau. Mhm. Il se dit oh là, il y a une tension là, faut que je la lâche et il relâche. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais bon,
on plante l'aiguille dans la tension musculaire, il y a un spasme qui se crée, et ce spasme permet finalement un apport, un influx sanguin dans une zone qui était un petit peu ischémique à cause de la tension. Bon, voilà, c'est pour moi à l'heure actuelle la méthode la plus rapide pour se débarrasser d'une tension locale et superficielle. C'est vraiment, notamment au niveau trapèze, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Et j'aime bien l'associer derrière à une petite, un peu d'électrostimulation, mais pas longtemps, vraiment très rapide, pour contracter un petit peu muscle, pour revasculariser la zone encore mieux. Et puis terminer par éventuellement un petit massage, une petite mobilisation tissulaire pour vraiment que le muscle soit totalement relâché. Ça, j'ai vraiment des résultats, mais c'est immédiat. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que ça fait mal, l'aiguille? En fait, c'est pas l'aiguille est super fine parce qu'on la sent pas du tout. En revanche, ce qu'on sent, c'est quand le spasme musculaire arrive, ça fait comme une crampe super locale. Donc, si par exemple on a une tension au niveau de l'élévateur de la scapula, bah ça va créer un spasme sur tout l'élévateur de la scapula. Donc, ça va partir de là jusqu'en bas. Et ça, c'est pas super agréable parce que ça fait comme une crampe, quoi. Ça fait comme une crampe. Donc, c'est ça qui est pas super agréable. Après, il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses que d'autres. Le mollet, c'est quand même pas fun, hein. Le mollet, c'est... Et ce qui se passe souvent, c'est que surtout dans les muscles portants, donc membres inférieurs, si on fait trop de ce qu'on appelle de twitch, c'est-à-dire de spasmes musculaires à force de piquer, il y a des grosses courbatures qui suivent après. Et c'est ce qu'a eu Antoine Faubonne. C'est-à-dire que il avait plein de tensions dans le mollet, je lui ai enlevé toutes ses tensions, mais par contre, grosse courbature le lendemain. Mais bon, ça dure, Ouais. c'est une courbature, hein, ça dure 3 jours et puis c'est fini. Mais ça montre bien que voilà, il y a une contraction musculaire qui se met en place, quoi. Sinon, il n'y a pas de courbature. Comment tu les situes, vraiment les triggers, les points de tension musculaire qui sont contractés? Comment tu les situes? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des points référents, un petit peu comme en acupuncture, ou alors tu touches et tu dis, Ouais. là, je sens qu'il y a il y a un point dense, La, donc je la, place l'aiguille. faut savoir un truc, et ça aussi un petit problème, c'est que c'est une vraie formation. Faut se former. Je vois trop de personnes qui le font en mode vas-y, je vais faire ça. Ouais, c'est marrant, vas-y, donne. C'est trop. Il y en a certains, ils banalisent un peu le truc. Faut savoir que avec 2 petites aiguilles, je les plante là, je fais un double pneumothorax, la personne décède. Donc, c'est pas anodin. Tu vois, Oui, puis ça, il y a tout aussi le côté stérilisation peut-être du matériel, bien hygiène. sûr. Il y a ça, et puis il y a eu un cas, hein, c'est très rare, mais il y a un cas, par exemple, bon, bah, il y en a un qui a fait un dry needling sur le nerf radial. Bon, bah, la personne s'est retrouvée avec une main molle pendant X temps, parce qu'il a été titillé le nerf, faut bien. Donc, grosse Je formation. rigole, mais c'est pas drôle, hein, je suis désolé. Non, du tout, du tout. C'est la main molle qui me fait rire, mais. Ouais, mais du coup, grosse formation anatomique. C'est-à-dire que je conseille vraiment cette formation juste pour le fait que l'aiguille te donne une quatrième dimension. Ça te donne la profondeur qu'on n'a pas trop avec les doigts, on l'a, mais on est quand même en relativement superficie. Alors que quand on monte, quand on est avec l'aiguille, Oui, on on a une rentre dedans, aiguille hein. comme ça qu'on rentre dedans, et ben on a vraiment, au bout du doigt, on sent vraiment, tiens, là je suis dans un fascia, là je suis dans un nerf. La texture quand on perce, c'est pas la même. Et bah après, voilà, c'est comme tout, c'est de la pratique, c'est à force de palper, force de se sentir. Hein, si des fois je me rate, des fois je plante je plante pas dans le noyau, vraiment dans le centre de la tension musculaire, et je plante un peu à côté, ça va pas twitcher, il va pas y avoir de spasme, hein. Donc après, je cherche. Alors je pique là, ça marche pas. Je pique là, ça marche pas. Hop, ça twitch. Ok, ça veut dire que je suis dans la zone. Et là, je vais un peu à côté. Là, je bouge. C'est de la recherche. Je recherche avec l'aiguille la zone douloureuse. Mais c'est sûr que le travail palpatoire au préalable, c'est un indispensable. On peut pas piquer parce que voilà, c'est marqué sur un bouquin, quoi. Ça saigne un petit peu ou pas du tout? Alors normalement ça saigne pas parce que c'est trop fin. Ça saigne que si on vient percer une veine, ça arrive souvent.
C'est pas super agréable. Voilà, quand on perce une veine, quand tu ressors l'aiguille, ça saigne, ça saignote. Ça saignote, tu mets un petit point de pression, ça s'en va, y a rien. Mais voilà. Par contre, il peut y avoir des hématomes aussi si tu perces une veine profonde. Peut y avoir un hématome après qui. L'important c'est de prévenir le patient et des effets possibles et voilà, ça se passe très bien. Hein. Ok, donc ça fait partie des techniques un peu aussi de récupération, dans un certain sens. Ouais. Ouais, bien Qu'est-ce sûr. que toi qui es un peu spécialiste en la matière, récupération post-entraînement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes ou en tout cas quels sont les meilleurs trucs là que tu peux utiliser toi dans ta pratique? Alors, bon, souvent, je le dis aux combattants, le pilier de la récupération, manger, boire, dormir, voilà, point barre. Tout le reste, ce qu'on appelle le complément, c'est ce qui te va bien. Il y en a, ils vont me dire, moi j'ai besoin d'avoir un bain froid après l'entraînement, ça me détend, ça me fait du bien. Eh ben, va faire ton bain froid. Moi, j'aime bien avoir un jacuzzi. Va faire ton jacuzzi. Moi, je veux un massage. Tu vas avoir ton massage. Quand je bosse en équipe de France et que je fais la récup des gars, j'ai une équipe, je dois avoir 15 mecs. La récupération que je leur fais, c'est pas la même à chaque fois. Alors, à peu de choses près, hein, bien sûr, ils ont pas tous la récup différente, mais globalement, ils ont chacun besoin de leur petit truc. Voilà. Il y en a, c'est le froid, il y en a, c'est le chaud, il y en a, c'est le massage, il y en a, c'est juste les écouter. C'est juste les écouter, ils viennent, ils parlent, tu leur dis pourquoi tu viens, pour parler. Voilà. Donc la récupération, c'est ça pour moi. C'est manger, boire, dormir, et le complément, c'est un truc qui te fait un truc qui te fait plaisir. Tu vois. Voilà. Est-ce que tu bosses avec d'autres thérapeutes de médecine alternative, Je bosse d'autres avec pratiques? ouais, je bosse avec des ostéos, je bosse avec des micro-kinés aussi. Alors ça, Euh, il paraît que ça monte de plus en plus ce truc-là. Je sais pas trop ce que c'est, micro-kiné. Comment En tu fait, définis ce voilà, truc? moi la micro-kiné, je suis quelqu'un de cartésien, mais Ouais. je suis pas fermé. Faut pas être fermé, c'est-à-dire que moi, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, j'ai été voir un chaman qui m'a mis les mains comme ça pendant 4 heures, et ben je peux te dire que j'avais plus mal après. J'ai envie de lui dire, bah vas-y, fais-le. Ça te fait du bien, fais-le. C'est tout. C'est pas parce que j'arrive pas à l'expliquer avec mon mental et parce qu'il n'y a pas d'article BP dessus, d'article scientifique prouvé dessus, que je vais t'interdire de le faire. Tu vois, si ça te fait du Hmm. bien. Hmm. Donc voilà, la micro-kiné, en gros, c'est juste un kiné qui unit l'émotionnel à la blessure. Voilà, c'est entre le psy et le kiné. Donc moi, bon des fois j'ai des patients, ça serait bien qu'ils aillent voir un psy, quoi. Parce que quand ça fait un bout de temps que tu les as traités, que ça revient, ça revient, et que c'est des personnes qui soulèvent 20 kilos à bout de bras, sans souci, qui font des trucs de ouf, et qui disent ouais mais j'ai mal à l'épaule. Ouais mais mécaniquement parlant là, si tu arrives à me faire ça, il y a un truc autre qui me dépasse. Tu vois, c'est aussi ça qui est important de savoir dire ça me dépasse. Ça, c'est important. Savoir dire là, moi, je peux plus rien faire. Là, je sais pas quoi faire. Donc, oui, je travaille avec plusieurs médecines alternatives, acupuncture, même des trucs que je comprends pas, des rebouteux. Ça m'arrive des Ouais. fois. Ah ouais. Les patients, ils viennent te voir après avoir vu un rebouteux ou même tu discutes avec des rebouteux des fois. Euh, j'ai discuté un peu, mais bon, après, ouais, on n'est pas dans le même monde, donc la discussion s'arrête vite. Hein. Quand je discute avec un mec qui fait du Reiki, tu sais, du truc énergétique et tout à distance, il me parle des trucs, je dis bon bah ok, il faut unir ton âme chakranique ou des trucs. Je dis ok, c'est combien de burpees une âme chakranique? J'en sais rien moi. Parle de trucs. Donc moi je dis ok, c'est quoi? Je te fais confiance. Si le patient il vient me voir et il me dit
lui, il m'a fait du bien, ça me va. C'était pas besoin de me raconter ton histoire. Le pourquoi ouais, l'alignement des planètes, tout ça. Mais je comprends parce que je suis dans ce même délire-là aussi et je rejette pas d'autres thérapies parce qu'après tout, ce qu'on fait aussi a toujours une part d'inconnu et euh, d'improuver jusqu'à maintenant. Et puis bon, les choses vont bouger, mais donc ça serait un peu con de dénigrer d'autres pratiques quand dans la nôtre, il y a quand même pas mal d'imprévisions, d'imprévisibles. Bon alors, on fait pas la même chose parce que moi je suis ostéo, Ouais. toi qui t'es kiné, donc tu sors d'un cursus beaucoup plus universitaire qui souffre moins de manque peut-être d'études que une pratique comme l'ostéopathie. Bah, Mais l'ostéo, c'est clair que là, t'es dedans. ouais, T'es mais dedans. Au niveau études, il y a pas mal d'études, il y en a de plus en plus, mais il y a aussi une bonne part d'ombre, hein. oui, oui, c'est qu'il y a une bonne part d'ombre et donc bon, moi je réfute pas du tout les autres thérapies, tu vois et bon, c'est marrant parce que ça avait été un petit peu le clash des titans hein, quand j'avais enregistré l'épisode avec Mathias Soulol euh, en numéro 86 où j'ai eu beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour dire que je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, des messages, des retours. J'ai eu du positif, j'ai eu énormément de positifs, des gens qui avaient trouvé l'épisode hyper intéressant, même si on n'avait pas totalement le même point de vue, mais que justement on échangeait, etc. C'était vraiment cool. Et j'ai eu évidemment des retours négatifs, mais parce que tout ce qui fait parler Clive. Euh, Mm. donc tout ce qui est le côté un peu prouvé, pas prouvé, qui c'est qu'on doit croire, qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qui dit faux, est-ce qu'il faut absolument se pencher sur les études scientifiques, quelles sont les dernières nouveautés, voilà, tout ça c'est l'épisode 86. Allez l'écouter si c'est pas encore fait, et puis je te le recommande François parce que Ok. je pense qu'il peut t'intéresser aussi d'une certaine manière. Euh, un dernier petit truc avant qu'on passe aux dernières questions de fin. Je voulais savoir quand même comment ça se passe quand tu accompagnes des combattants en compétition, quand tu fais un déplacement. Mm. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'environnement? C'est quoi est-ce que c'est tout le temps super? Est-ce que des fois c'est chiant? Est-ce que je sais pas? Est-ce que tu aimerais être toi aussi sur l'affiche des fois et que tu sois le Ouais, kiné préparateur physique des champions? c'est ça. Ouais. Ouais, bah ouais, des fois, ouais, quand j'étais à l'UFC avec Francis, c'est vrai que bah, quand il y avait une caméra, j'essayais de faire ça, tu vois. Derrière, là. Si tu regardes bien, il y a une vidéo sur YouTube, tu tapes Francis Ngannou, Ken Velasquez, et tu me vois derrière. Je crois que tu es la personne tu vois le mec derrière. Et tu te dis, putain, T'essayes de te placer. il doit être là. Et le mec, il doit être là. comment, comment il s'appelle l'adversaire? Et Kane, Cain. C'est Ken Velasquez. V6 Francis Ngannou et il y a la photo, la vignette YouTube, c'est où tu vois Francis qui est en train de parler au micro un peu. Et, euh, Ouais, ok, je crois que je l'ai. et en fait, Ouais, voilà, donc t'as essayé de te placer là. c'est ça, j'essaie de me placer, absolument. Bref, là, c'était le moment, quoi. Et en plus, Francis, le truc, c'est que lui, ses combats, ils durent jamais plus d'une minute. Il règle ses combats en 26 secondes, 20 secondes. Donc, t'as pas le temps de t'asseoir, t'as pas le temps de kiffer. T'es là, bam, c'est fini. Hop, oh ben non, j'ai pas eu le temps de. Donc, voilà. Parce Après, il est vraiment balèze. Il est vraiment au-dessus de ses adversaires généralement, c'est ça? il a une puissance physique hors du commun. C'est-à-dire que à l'UFC, il y a ce qu'on appelle l'UFC Institute. L'UFC Institute, euh, la, c'est une clinique, si tu veux, où on regroupe tout le corps médical et préparation physique pour les combattants de l'UFC. Gros moyens, ils font des batteries de tests savants sur le profil du combattant. C'est vraiment, moi je voulais aller là-bas, je voulais aller là-bas faire un stage, mais bon, il faut être une bombe en anglais, donc voilà. Bref, et, euh, et donc ils ont évalué Francis, et pour l'instant c'est le combattant qui dégage le plus de puissance et de force. Qu'ils ont rencontré quoi. Je sais pas, rien que pour donner une idée, il y a un dynamomètre qu'on utilise pour la pression, tu vois, on serre fort et ça permet d'évaluer la force, tu vois. De la C'est- main, enfin du voilà. poignet. Mais on sait que bon bah il y a des études qui ont montré que la puissance générée dans la pression de cet appareil est déterminant pour
le reste du corps. Voilà, c'est comme ça. Il y a une corrélation entre les deux. Et faut savoir que l'appareil, il a marqué erreur. Genre l'appareil, il a explosé l'appareil. C'est erreur. On n'a jamais vu ça. Donc oui, Francis c'est une bête. On n'a jamais vu ça. Un être humain et sans histoire de dopage. Là pour le coup, tu peux y aller. Il n'y a pas de dopage. C'est le mec qui est naturel. Bref. Est-ce que je me suis c'est vrai? Attends, c'est ironique ou c'est vrai? Ce que tu... Non, vraiment. Il n'est pas dopé. Il est naturel. Non, il est naturel. Clairement. Tu sais que tu vas te faire, tu risques de te faire tailler peut-être hein, pour des trucs comme ça. Bien sûr. J'avais déjà fait une interview sur YouTube avec le média La Sueur. Où justement ils m'ont envoyé sur le sujet du dopage, etc. Et j'avais dit que putain, tu vois, on retombe dessus. Non, mais attends. Et tu sais que le pire, c'est que on s'est, pour ceux qui savent pas, on s'est dit en avant que on ne parlerait pas trop de dopage parce que c'est pas ton champ d'expertise. Et puis j'en parle suffisamment comme ça. Mais je ne t'ai pas trop lancé sur le dopage. Tu es venu, hein. Ouais, non mais je retombe dessus à chaque fois. Mais bon, bref, j'ai eu le malheur de dire des trucs sur le dopage. Laisse tomber. J'ai eu des commentaires de partout. J'ai eu ouais, tu vis dans quel monde? Bien sûr, ils sont tous dopés. Puis il y a les autres qui disent mais non, ils sont trop sains. Nanana. Enfin bref. Voilà. Moi, je suis dans les coulisses. Je te dis qui se dope pas. Je le vois, ça se voit. Et puis à l'UFC, ils serrent quand même un petit peu la vis pour certaines personnes. Donc non, il est pas dopé. Voilà. Ok. Bon. Clairement. Mais voilà, est-ce que je me suis ennuyé? Ça m'est arrivé je vais pas te mentir que quand j'accompagne les juniors, équipe de France de kickboxing junior. Dans des pays outre voilà des fois je me fais un peu liège quoi, je m'ennuie un peu parce que tu sais c'est les juniors, alors ils ont des casques, des protections de partout, les coups c'est pas super impressionnant, quand ça a perdu ça pleure, faut que tu passes plus ton temps à consoler parce que Jonathan il a perdu, voilà quoi, c'est pas mon kiff. Mais bon, ça reste dans mon milieu, donc voilà. Puis quand je voyage avec la fédération, ils me payent tout, et je suis un petit peu payé, donc c'est tout bénef, tu vois, donc je vais pas me plaindre. Là, par exemple, bientôt je vais partir au championnat du monde de boxe thaï à Phuket, sauf problème, mais voilà, tout frais payé, 3 semaines. C'est pas mal. C'est pas mal. On est propre. Ça fait plaisir. J'ai ta vidéo en arrière-plan là, donc je te vois. Franchement, c'est pas une catastrophe. Hein. Je veux dire, je pensais que t'allais essayer de. Non, t'es dans le fond. Je laisserai la vidéo dans la description du podcast, dans les notes, comme ça les gens ils pourront les regarder. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a le journaliste, il y a Francis, et tu vois ma tête qui fait comme ça, tu vois. Faut être quand même au milieu, tu vois. Ouais, non, je sais, je me suis fait charrier pour ça. Et mon chewing-gum aussi, je me suis fait charrier. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Fraise ou menthe, le chewing-gum? J'étais tellement stressé. Tu sais, moi, l'UFC, c'est tout que je regardais. J'étais enfant. Quand on m'a dit tu vas y aller et tu vas être dans le coin, moi, c'était un rêve de gosse. Parce que rentrer à l'UFC, c'est compliqué. Tu peux pas, dans le coin, il limite à un certain nombre de personnes. Tu peux pas rentrer comme ça dans le coin du combattant. Ils sont très très stricts, et quand j'ai su que je pouvais y aller, j'étais ah ouais, là, c'est rêve de gosse, donc ouais, j'étais un peu stressé là avec mon chewing-gum là. Ouais, bah c'est pas ça se voit pas, enfin ça se voit pas, ça a pas l'air. Et comment t'as fait pour y arriver? Quelqu'un t'a c'est grâce à la clinique dans laquelle tu travailles, enfin la clinique, le club où tu travailles, ou comment t'as fait pour t'y rendre en fait? Bah c'est ça, c'est-à-dire que Francis avait un combat à l'UFC, et je lui ai dit, est-ce que je peux t'accompagner? Il m'a dit ouais. Je dis ok, bon bah je me paye tout, et puis voilà, et je me suis ramené là-bas, et à la base je devais pas y aller, à la base je devais pas être dans le coin, en tout cas je devais y aller, m'occuper du gars, mais je devais pas être dans le coin, et il se trouve qu'un de ses amis a pas pu venir, donc c'est vraiment coup de peau quoi, un de ses amis a pas pu venir. Et du coup, bah, il y avait une place vacante, et il m'a dit, si ça te dit, on y va. Et tac. Donc, c'est vraiment un coup de chance.
Coup de C'est chance. comme ça que ça se passe aussi. Ouais. Quand t'es sur le bord du terrain, on dit pas terrain, on dit La cage. la cage quoi. Mm. C'est impressionnant, non? Parce que là, t'as côtoyé les tops, Ah les ouais. champions. Quand les mecs se foutent sur la gueule, ça doit faire un sacré bordel. C'est impressionnant, puis ça, c'est surtout le public, tu sais, parce que là, aux États-Unis, c'est un vrai sport. Donc, Mm. t'entends la foule et tout. Quand tu fais l'entrée, surtout, le plus impressionnant, c'est l'entrée. T'as le combattant, puis toi, tu es derrière, mais t'as quand même l'impression d'être un peu aussi dedans. Et quand tu fais ton entrée dans la salle immense, les bruits, t'as les gens qui sont au-dessus, soit qui te huent, soit qui t'encouragent. Tu as une espèce d'émotion comme ça, plusieurs émotions. Puis avant de rentrer dans cette salle, t'entends les boum, 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 tu vois, du public qui. Ouais. Ah, c'est indescriptible. C'est ça surtout. T'as pleuré? Non, je suis pas du genre à pleurer, mais complètement surexcité, quoi. J'ai dégommé mon chewing-gum. Voilà. Mais, Ok. J'ai essayé de savoir s'il y avait une âme, un petit cœur bout derrière cette ouais, carcasse. non, 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 j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Mais ouais, mais j'aurais pu, ouais. Ouais, ok. Bah, non, c'est impressionnant. En plus, ouais, c'est beau. T'as d'autres à part Phuket où tu vas aller, tu vas accompagner d'autres combattants là prochainement ou t'as des trucs sympas par rapport à ça? Normalement. Après, là, le Covid forcément nous a bien impacté là-dessus. Donc, il y a eu pas mal d'événements à huis clos. Mais événements à huis clos, justement, t'as pu cette entrée. Il n'y a plus de public, Hum, tu vois. hum, hum. Il y a des combats en public, tu arrives, t'as l'impression d'arriver dans ta chambre, quoi. Donc, il y a pas un bruit. Donc c'est un peu tristoun. Là, prochainement, il y a probablement le Cage Warrior. C'est un combat de MMA, c'est un peu l'antichambre du UFC, si tu veux, qui se fait à Londres fin septembre. Donc je vais probablement y aller. On va voir si mon combattant il est sur la carte ou pas. Après, bah, j'ai les championnats du monde de kickboxing à Venise. Là, c'est en octobre. Et les championnats du monde de boxe thaï à Phuket en décembre. Donc voilà, en gros. Ok. T'as toujours contact avec Francis Ngannou? Non, non. Ça va Non, faire bon, là, ouais, ça va faire un bon 16, ouais, 8 mois que je l'ai pas. Parce que bon, bah, c'est quelqu'un qui est très solitaire et c'est un peu, bah, si t'es pas en face de lui, il te calcule pas, quoi. En gros. ah ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Bon, bah, je perds absolument toutes mes chances d'enregistrer un podcast avec lui alors. Ouais. Moi, c'est Voilà. clair. Par contre, Cyril Gann, tu vois, Cyril Gann, c'est autre chose. Lui, Plus accessible. ouais, il est vachement plus accessible, beaucoup plus ouvert. Mais après, Francis, le truc, c'est que moi, je suis encore dans le club. Je suis un peu dans le côté adverse, quoi, pour lui, tu vois. Donc, c'est normal qu'il me calcule plus trop, hein. Je comprends, ouais. Ouais, je vois, ouais. Ben après, il est parti aussi, quoi. Donc, C'est ça. Donc après, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. bon, ben écoute, effectivement, ça pourrait être intéressant. J'adore enregistrer des épisodes avec des athlètes aussi qui sont souvent dans le milieu soit du fitness, soit des Ouais. sports de force un petit peu aussi. Mais le combat, moins. Je crois que j'avais eu Alexandre Jolivet qui est dans le CrossFit. Euh, Ouais. mais j'aimerais aussi avoir des athlètes qui sont dans différents sports. Les sports de combat, ça m'intéresse. Donc, Mm. je me note ton Cyril athlète. Gann. Et puis ça Cyril pourrait être Gann, sympa si. si tu arrives à avoir Cyril Gann, t'as quelqu'un de très intéressant parce que c'est quelqu'un il en a, tu vois. C'est pas le mec bête. Il a un truc dans la tête et c'est ça, et c'est pour ça qu'il va devenir champion. C'est qu'il a vraiment une vraie intelligence. Euh, et puis, si on parle biomécanique, pour toi, ostéo et tout ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Hum, hum. Donc, il va Ah, pouvoir. ça m'intéresse. Et puis même la psychologie qu'il y a derrière le fait d'être là-dedans, quoi. Moi, j'ai fait, alors attends, j'ai fait du karaté, j'ai arrêté quand j'étais plus jeune.
j'ai jamais été attiré, tu vois, parce que je vois des amis là qui regardent tous les matchs de l'UFC. Moi, c'est jamais être un truc qui m'attire. Si je tombe dessus, je vais regarder parce que je trouve ça impressionnant. Si je tombe Ouais, sur des highlights sur YouTube, évidemment, je suis assez fasciné. Mais ouais. c'est pas un truc auquel je suis attiré. Et je me demande toujours, mais c'est quoi ce pourquoi on a envie d'aller se foutre sur la gueule et en fait de rentrer sur un truc en se disant peut-être que je vais même pas ressortir ou alors je vais sortir avec un truc en moins. Quel est le truc là-dedans? Et ça m'intéresse beaucoup le pourquoi, tu vois, et Ouais. surtout de ces athlètes. Donc, faites-moi savoir, faites-moi vos retours, les auditeurs qui écoutez, que ça soit sur YouTube, sur mon Instagram, sur l'adresse email, si vous voulez que je fasse un peu plus d'épisodes avec des athlètes qui sont issus d'autres sports, un peu des sports de combat, ça pourrait être cool. Attends, je voulais dire une dernière chose que j'ai oublié. Ah oui, non, si, c'est ça. Voilà, je l'ai noté. Tu disais que lui, il était assez intelligent. Il y a des gars cons dans le milieu. Des gars cons. Quand je dis cons, je m'entends. C'est des mecs qui ont pas trop de jugeote. Ça existe, même avec des carrières. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a. Bon, non, je vais pas te donner un nom. Non, 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 mais non, 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 mais oui, non, oui. non, Il y en donne pas de a. nom, te fous pas dans la Tu, merde. Mais... tu tournes avec eux, tu vois, tu t'entraînes avec eux. T'as une chance sur deux de te sortir blessé parce qu'ils sont idiots, vraiment bêtes. C'est-à-dire que ils font des clés dangereuses, tu tapes, ils arrêtent pas, tu sais pas, et puis quand tu leur dis, mais là, t'as été trop loin, ils font, ah bah ouais, enfin, ils sont bêtes, quoi. Il y a des gens idiots, mais tiens, je pense partout, partout, tu vois. Mais comme partout, mais c'est vrai que oui. Sauf que là, ça peut être lourd de conséquences, tu vois. Quand tu te bats contre un benet, Bah, c'est euh, sûr. ça peut être lourd. Ça peut être Mais lourd. t'étais pas obligé d'avoir un minimum quand même de recul et de discernement, de réflexion si tu veux faire carrière dans n'importe quel sport. Mais je pense là-dedans parce que c'est très très serré. Un mec comme McGregor, un mec comme Ngannou, je pense pas qu'ils font partie de ces gens Non. qui sont bornés quoi. Tu es obligé Non. d'avoir une stratégie ou même si t'as des gens qui t'accompagnent là-dessus. Ah oui, bien sûr, non, non, au niveau, t'es obligé d'avoir ce qu'on appelle le fight IQ, le fight QI, quoi. Voilà, faut Ok. avoir un vrai QI euh, du combat, pouvoir anticiper les stratégies adverses, pouvoir évoluer, c'est-à-dire que si la stratégie que tu as mis en place pour cet adversaire-là ne fonctionne pas, eh ben faut écouter ton coin, faut avoir l'intelligence d'écouter ton coin, qui a un vue extérieure sur le combat et de te dire ok, ah oui, t'as vu ça, bon alors attends, je vais essayer de faire ça. Et voilà. Mais oui, à un haut niveau, c'est l'intelligence, c'est indispensable, hein, ça c'est clair. Ok, bon, parfait. Les trois dernières questions, évidemment, hein, il y avait plein d'autres trucs dont on aurait pu parler, mais je vais essayer de cibler un peu sur le côté un peu santé et de la pratique des arts martiaux, enfin du MMA et puis ton activité. Mais quand même, j'aime bien demander si on pouvait revenir une dizaine d'années en arrière lorsque tu as commencé tes études Mm. en début kiné, tu vois, Ouais. transition podo kiné. C'est quoi le meilleur conseil que toi t'aurais eu besoin d'entendre en tant que peut-être praticien, thérapeute? Mm. Euh, le meilleur qu'on voit, ne, continue, continue, tu vas y arriver, continue. Lâche pas. Juste ça. C'était J'ai- chaud? Hein? C'était chaud un peu? C'était chaud parce que pendant toute ma scolarité, on m'a bien fait comprendre et croire que j'allais jamais y arriver en fait. On m'a dit mais t'as vu les concours comme ils sont durs, tu galères, nanana, parce que t'as pas 10 sur 20 en maths, voilà, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, nanana. Voilà. Donc si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir et tu l'auras. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Juste ça. Ok, mais ça me fait penser aussi à la espèce de mentalité française, enfin européenne un petit peu, où les bâtons, on te met plus des bâtons dans les roues que d'encouragement lorsque tu veux démarrer quelque chose qui semble un petit peu compliqué. Ça t'a pas donné envie là ces dernières années C'est typique. C'est de typique. partir aux États-Unis par exemple? Ça, c'est typique français. Hein. Ça, c'est clair que en français, en France, on ne veut pas qu'il y ait de progression. C'est terrible, quoi. On veut pas. On veut te mettre dans une case et tu y restes. Si tu veux sortir de la case,
on va tout faire pour pas que tu t'en sortes. C'est terrible, hein. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, Canada, t'as pas ça. T'as le côté, bah, écoute, mec, si t'as entre guillemets les couilles de le faire, fais-le. Si t'es prêt à investir ta thune dedans et que tu vas devenir riche, c'est bien. Vas-y, tu vois. Et ça, j'aime bien cette mentalité-là. Mais oui, j'ai réfléchi justement, hein, parce qu'il y avait un poste de kiné à l'UFC Institute justement. Ah Et bah, faut- ouais, bah ouais, je me suis dit putain, j'y vais. Mais bon, il se trouve que kiné aux États-Unis, c'est pas kiné en France, tu vois, le niveau d'études est un peu plus relou. Parce que les kinés là-bas, bon, en fait, ils font exactement la même chose que chez nous. Physio, quoi. Mais ouais, mais ils ont un niveau, en fait, faut passer plein d'équivalences compliquées. J'ai des potes qui ont tenté l'aventure, il leur a fallu un bon 2 ans avant de pouvoir exercer leur métier. Ouais. Non, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que cette ouverture d'esprit est super, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un modèle ou un mentor, toi, qui t'a Non, accompagné ou quelqu'un à qui tu penses souvent? Athlète ou thérapeute ou autre? ouais, non, 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 non. J'ai juste, depuis tout petit, j'ai moi au bout, tu vois. Je veux devenir cette personne-là, là. C'est elle que je veux devenir. Voilà ce que j'ai depuis tout petit. Je veux devenir François Maubert, kinésithérapeute, préparateur physique, spécialisé sport de combat. Voilà. Et je veux qu'on me reconnaisse comme ça. C'était ça que j'avais en tête depuis tout petit. Et Bah c'est bon, et c'est t'as bon. l'objectif là dans un sens. C'est ça. C'est ça. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est ça, c'était ça mon objectif. J'avais pas de, ouais, pas d'idole ou de, parce que mine de rien, j'arrive un peu dans un no man's land, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire dans les sports de combat, ça n'existe pas parce que la plupart des kinés, ils sont intéressés par l'argent dans le sens, ils veulent pas s'investir comme ça gratos, tu vois. Ils veulent qu'il y ait un petit retour quand même. Moi, je m'investis comme ça. Et, et ça, il y en a pas beaucoup, ce qui fait que ça m'ouvre plein de portes. Et, Mm. et ce qui fait que, bah ouais, je connais personne. Je te dis, Rémi Physio, je vais pas dire c'est mon mentor, mais c'est la personne qui est avant moi encore. C'est-à-dire ça fait plus longtemps qu'il est dans le circuit que moi. Et, Mhm. donc, je m'en suis un peu inspiré. Et puis il y a Nicolas Haute, comme je t'ai dit, qui est un préparateur physique spécialisé dans le sport de combat. Je m'en suis inspiré aussi. Mais de là à dire, tu vois, mes mentors ou tu vois, je veux devenir eux, non, je veux devenir moi. C'est ça surtout. Ok, je vois bien. Ce qui fait que là, peut-être la prochaine étape, c'est d'essayer de former aussi d'autres personnes. Je fais C'est tranquillement la ça. transition vers le teasing que j'ai fait dans les premières minutes de l'épisode. La petite surprise pour ceux qui sont Voilà. encore là, qui nous écoutent. Tu es en train de préparer une formation avec des collègues justement pour être meilleur. Donc je te laisse un peu en parler parce que pour ceux Ouais. qui sont dans le milieu là, peut-être qu'ils pourraient avoir Ok. envie d'aller jeter un œil sur ça. Bah, du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de demandes de kiné, d'ostéo, de préparateur physique, de coach, même de combattants qui me demandaient, voilà, est-ce qu'il existe une formation pour se spécialiser dans les sports de combat? Voilà. Et à chaque fois, je dis non, il n'y en a pas. Non seulement il n'y en a pas, il n'y a même pas un bouquin. Il n'y a même pas un bouquin qui parle de ça. Donc du coup, comme faire un livre, ouais, ça demande un peu de temps. Je me suis dit, je vais monter une formation orientée sur les sports de combat, dans la gestion des blessures, dans la gestion de la récupération, parce que c'est les questions qui me reviennent le plus. Pour m'accompagner, je me suis aidé donc des personnes que je t'ai citées, donc Rémi Physio, Rémi Lancou et Nicolas Haute, donc qui sont vraiment à Paris en tout cas, mais aussi en France, les mieux placés pour la gestion des blessures, de la récupération. C'est vraiment quelque chose qui pratique, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont le côté scientifique parce que c'est des kinés, c'est des préparateurs physiques, mais ils ont aussi le côté pratique. C'est des personnes qui suivent les combattants sur le terrain, qui prennent en charge des combattants
Et le but de cette formation, c'est ça, c'est de faire 2 modules, un module théorique pur sur un week-end et un module pratique pur sur un autre week-end. Voilà, une formation très courte, très pratique. Alors, on va commencer à Paris, mais de toute façon, on va mettre en place ça en e-learning. C'est-à-dire que le premier module sera en e-learning, comme ça, tout le monde pourra y accéder. Et le deuxième module en présentiel, et on verra, on n'y est pas encore. Mais voilà, ça c'est ce qu'on va monter. Le but, c'est ça, c'est que le kiné qui est, tiens, je suis kiné de l'équipe de France de judo, mon combattant, tiens, s'est fait ci, comment faire pour l'orienter au mieux vers une récupération spécifique à ce sport, voilà, par exemple. Ou voilà, je suis coach, j'ai une salle de sport, je suis coach de boxe, comment savoir si mon combattant il a besoin de soins aux urgences, ou est-ce que juste aller voir son médecin traitant ça suffit, ou est-ce que moi je peux faire quelque chose, comment améliorer la récupération de mes élèves, voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions-là, tu vois. Est-ce qu'il y aura parce que là ça sera tout à l'heure tu m'as dit que ça sera probablement prêt pour fin 2021. On enregistre cet épisode sortira dernier trimestre ouais, à peu près dernier trimestre 2021. Donc ça sera pour cette période-là. Ce que je propose, parce que t'as pas de lien, la formation elle est pas terminée, enfin l'enregistrement il est pas encore fait quoi que ce soit, donc je pourrais pas laisser de lien dans la description, dans les notes. Peut-être que quand ça sortira, je pourrais mettre un lien pour directement rediriger ceux qui écouteront l'épisode plus tard. Mais sinon, contacter, comment on peut retrouver ce truc-là? Ils te contactent directement, ils vont sur ton Instagram? Sur mon Insta, tu laisses mon Insta, tu peux mettre l'Insta de Rémi Physio ou de Nicolas Haute, mais mon Insta, je vais forcément en parler directement. Hein. Ils seront premiers informés, c'est là que je vais mettre la première. Dès que ça va débarquer, c'est là que je vais mettre l'info. Hein. Ok, parfait. De toute façon, je laisserai ton Instagram dans les liens. Et puis, comme ça, vous pourrez aller tous regarder si la formation elle est sortie, et puis si ça vous intéresse. Et puis, par la même occasion, envoyez un petit message à François. Remercie-le d'être passé sur le podcast. Ça, c'est un truc que je dis, je l'ai jamais dit, je crois. Et je vais essayer d'y penser. Je reçois de plus en plus de messages, des gens qui partagent les épisodes, donc ça c'est vraiment super. J'aime ça, c'est comme ça que le podcast se fait connaître. J'ai discuté avec quelqu'un qui notamment avait connu le podcast grâce à un des partages de quelqu'un qui avait pas. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le bouche à oreille numérique. C'est comme ça. J'adore vos retours, vous m'en faites de plus en plus. Je réponds à tout le monde. J'essaie, même si c'est court, j'essaie de répondre à tout le monde parce que je ne supporte pas ne pas avoir de réponse quand j'écris à quelqu'un. Enfin, c'est pas que je supporte pas, mais c'est qu'on aime tous avoir une réponse, donc j'essaie de répondre à tout le monde. Et profitez-en aussi pour écrire à tous les invités qui passent à chaque fois. Si vous avez trouvé ça super, envoyez-leur un message. Merci pour le partage, merci pour le partage d'infos, des connaissances. Ça fait plaisir à toujours mes invités. Par contre, je peux pas garantir qu'ils vont tous vous répondre, surtout les plus populaires, ça je sais pas. Un dernier truc, est-ce que tu as un bouquin à me recommander? Sur quel domaine? Ça peut être tout domaine confondu. Je suis toujours à la recherche de bonnes lectures, de tips. Okay. Le bouquin actuel qui est en prépa physique qui peut vraiment être intéressant, c'est l'encyclopédie de Fort Trainer. L'encyclopédie de la préparation physique, c'est un gros bottin, mais c'est un condensé des dernières innovations en termes de préparation physique, que ça soit niveau nutritionnel, niveau récupération. Voilà, si tu vois, il y a un kiné qui me dit j'aimerais faire une formation de prépa physique, je fais quoi? J'ai pas d'argent, je sais pas trop comment gérer. Tu prends ce bouquin, tu le lis, t'as un bagage, t'as un bon bagage. Voilà. Ok. Ouais, on m'en avait déjà parlé. Ouais, là c'est vraiment le dernier né, il est vraiment très très bien. Ouais, vraiment je conseille. Ça marche. Un roman ou un autre truc peut-être qui t'a marqué là ces derniers temps? Roman, alors j'ai pas lu de roman depuis la 6e. Et je crois que ouais non, je lis pas de roman. C'est le roman, okay, c'est comment faire un squat, voilà le roman.
Si c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à faire du squat et que c'est une fiction, on pourrait appeler ça. Bon, c'est parfait. Voilà. C'est bon, ça me va. Très bien. Merci François. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Un message que tu veux faire passer avant qu'on termine? Non, à part voilà, continuer à se former en permanence, ne pas rester sur ses acquis. Ça, c'est quelque chose qui est important chez tout le monde, que ce soit les kinés, les ostéos ou autres. Pas rester sur ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on a appris à l'école, ça a été appris par des personnes qui sont d'un certain âge, et les métiers qu'on pratique, c'est des métiers qui sont où on doit se tenir à la page. Et bah, à partir d'un certain âge, certaines personnes ont la flemme de se tenir à la page. Et malheureusement, c'est ces personnes-là qui nous donnent des cours. Et j'ai plein d'étudiants qui sont de l'école et qui se prennent des claques parce que ils sont là et ils disent waouh, mais moi je pensais qu'il fallait faire 3 fois 10 répétitions et que ça allait bien. C'est fini ça. Donc continuer à se former. Dès qu'on sort de l'école, on se forme à fond. Voilà. Conseil. Bah, c'est parfait. Sinon aussi un autre truc que vous pouvez faire en plus, c'est lancer un podcast et puis inviter et poser vos questions directement aux experts. Quand je dis se former, c'est pas payer une formation, c'est regarder des podcasts, lire des articles, acheter des bouquins. C'est ça, se former, hein. Ouais, toujours être dans le vouloir. Qu'est-ce qui se fait, découvrir les nouvelles choses et puis être curieux. Toujours être curieux. Voilà. Intéressant. Bon, eh ben parfait. Quitte pas la fenêtre tout de suite, François. Je vais faire le petit message de fin aux auditeurs. Aux fidèles auditeurs qui sont encore là, reste ici, on va se quitter en privé. Bon, ben voilà, on a terminé cet épisode. Si ça vous a plu, comme d'habitude, la petite note sur Apple Podcast qui fait plaisir, qui me fait plaisir et qui fait plaisir à tout le monde, parce que ça vous fait plaisir aussi quand vous mettez une note positive, vous êtes content de la mettre. Abonnez-vous au podcast. Voilà, écrivez à mes invités, faites-moi vos retours. Vous avez les liens tout en bas si vous voulez me contacter pour me faire également des recommandations. On me fait de plus en plus de recommandations d'invités. Je peux pas apprendre tout le monde parce que la liste commence à grossir en termes de programmation et je peux pas enregistrer des épisodes avec tout le monde. Je suis obligé un petit peu aussi de choisir. Donc, mais envoyez-moi quand même vos recommandations parce que je suis toujours curieux de savoir un petit peu qui c'est que vous aimeriez écouter. Et puis partagez cet épisode, envoyez-le à vos amis, screenshot sur Instagram, identifiez-moi, identifiez François. Et puis voilà, je vais pas parler de la lettre biomécanique parce que j'en parle tout le temps. Donc c'est juste si vous faites tout ça, ça sera un super moyen de soutenir le podcast, l'émission, de continuer à faire grossir. Ça grossit. On est en été. On enregistre là tout à la fin de l'été cet épisode. L'été est toujours un moment délicat pour les podcasts puisqu'il y a beaucoup moins d'écoute, mais on est, d'une manière générale, je parle, mais le podcast continue à grossir même en été. C'est-à-dire que j'enregistre de plus en plus d'écoute, ce qui fait que c'est formidable. Je vous remercie tous. Merci François, à bientôt et à vous tous à la semaine prochaine. Bye bye.